Bonjour et bienvenue dans le podcast des coachs et des thérapeutes, le podcast pour les pros du bien-être. Je m'appelle Lucas et quant à moi, je m'occupe d'accompagner les professionnels dans leur communication en vidéo. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, je reçois Johanna qui est coach en hypersensibilité. Elle va nous raconter son parcours, notamment comment elle est passée d'une vie qui ne faisait plus du tout sens pour elle à une situation où maintenant elle est beaucoup plus épanouie. Comment elle génère ses clients uniquement grâce à Instagram, mais également les challenges et les épreuves qu'elle rencontre en tant que jeune entrepreneuse. C'est parti! Moi c'est Johanna, donc je suis coach pour hypersensibles et pour personnes dites à haut potentiel. Donc ça fait 1 an à peu près que je fais ça maintenant et pour moi c'est une reconversion parce qu'avant j'étais en communication, donc j'ai un master en communication que j'ai fait sur Paris en alternance. Et c'est un peu suite à cette expérience que j'ai décidé de me reconvertir avec un petit temps de latence entre les deux. Donc oui, ça fait 1 an, j'ai passé ma certification de coach l'année dernière, donc j'ai été certifiée en septembre dernier et je me suis lancée vraiment, on va dire, depuis peut-être décembre l'année dernière, donc ça fait même pas 1 an en vrai que je suis vraiment lancée, voilà. D'où tu viens, dans le sens où, qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? Quel était ton métier avant, etc. Donc moi, je viens du milieu de la communication à la base, donc j'ai passé un master sur Paris, donc j'ai fait 3 ans d'alternance donc dans 2 boîtes différentes en communication, donc j'étais autant dans la communication sur ordinateur, autant en événementiel, donc sur des salons professionnels. Et donc c'est suite à ma dernière expérience, j'étais dans une grosse boîte à la Défense, donc métro boulot dodo on connaît, et je me sentais pas forcément à ma place, j'avais l'impression d'être un numéro et je voyais pas le retour sur investissement de ce que je faisais au boulot, tu vois. Du coup, ça a été très compliqué pour moi cette année-là parce que je me sentais limitée en fait dans ce que je faisais. Donc une fois que ça a été terminé, j'ai pris un peu de temps pour moi parce qu'il faut savoir aussi que j'ai eu un décès dans ma famille aussi un peu avant ça. Donc j'ai eu besoin de faire une pause sur tout. Donc j'ai pris une pause pendant à peu près 6 mois. Et c'est suite à un voyage à La Réunion que j'ai fait avec des amis de l'époque, où j'ai retrouvé un peu la mer, le soleil, etc., que j'ai eu un déclic et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais à Paris en fait, enfin, ta vie elle te correspond pas du tout, ton boulot ça te va pas, la vie ça va pas, j'étais en couple à l'époque, ça allait pas, y a rien qui allait, donc change-moi ça. Et du coup je suis rentrée de La Réunion et le jour même où je suis rentrée j'ai posé mon préavis pour mon logement et donc j'ai fait mon déménagement comme ça en 1 mois et je suis revenue sur Nice au bout de donc ça fait 2 ans maintenant. Et en fait pourquoi j'en parle, parce que pour moi ça a été une des premières décisions qui a fait que je suis allée vers ce que j'avais envie de faire et vers mon moi en fait, tu vois, de me sentir alignée avec qui j'étais. Donc ça, il y a eu ça, et puis après je me suis mise à la danse et au yoga, donc ça peut paraître bête mais en fait c'est des trucs que j'avais jamais essayé avant et je me suis pris de passion pour ces activités. Donc tu vois, le déménagement, les activités, et en fait après question de l'activité professionnelle, qu'est-ce que j'avais envie de faire, et mon chômage il commençait à tourner et je me disais alors peut-être que je commence à réfléchir. L'entrepreneuriat m'appelait et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un séminaire sur l'entrepreneuriat avec Postadem. Donc c'est une entreprise qui est spécialisée un peu dans les reconversions professionnelles et dans l'entrepreneuriat. Donc je suis remontée sur Paris pour faire un séminaire sur ça et en fait ça a été un peu peut-être une première porte d'entrée sur l'entrepreneuriat. Je savais pas encore exactement que je voulais me lancer en tant que coach, mais voilà, il y avait ce truc-là, cette appétence en tout cas. Et je suis rentrée de là et je me suis dit mais peut-être que coach en fait ça pourrait me correspondre. J'étais tombée sur ça, tu vois, en faisant des recherches sur internet. J'ai toujours été attirée par tout ce qui est psychologie, développement personnel, et en fait dès le bac déjà je voulais m'orienter vers une licence psycho. Mais je sentais que c'était pas le moment, tu vois, donc c'est pour ça que je me suis orientée vers la communication. Et là je sais pas, avec tout le travail que j'avais fait par rapport au décès dans ma famille, tout le développement personnel que j'avais fait depuis peut-être 10 ans, tu vois, parce que je suis accompagnée depuis longtemps, je me suis dit peut-être que c'est le moment pour moi de me lancer dans l'aide à la personne et dans l'accompagnement. Donc il m'a fallu peut-être 2 mois pour me prendre vraiment la décision, parce que
coach pour hypersensible, donc ça veut dire que hypersensible, je réfléchis beaucoup à ce que je fais, donc j'ai mis du temps à prendre ma décision, et une fois que ça a été acté, j'ai choisi un peu j'avais 2 écoles en tête, et j'ai pris celle qui commençait le plus rapidement possible, tu vois, j'avais envie de commencer tout de suite. Et du coup, c'est très bien tombé, parce qu'au final, j'ai commencé ma formation un tout petit peu avant le premier confinement l'année dernière, donc en mars. Et du coup, pour moi, le confinement, il a été plutôt sympa, parce que j'avais ma formation en même temps, et vu que c'était à moitié en présentiel et à moitié en distanciel, du coup, moi, je faisais mes trucs toutes les semaines avec mes collègues de formation, et c'était très chouette. Donc voilà, et j'étais certifiée en septembre. Et là, c'est, tu vois, le déménagement, les activités, et maintenant l'activité pro, et je me sens pleinement moi, en fait, tu vois, je me sens bien. C'est un peu une renaissance, quoi, du coup. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est passé par plusieurs étapes, tu vois. Le déclic, ça a été vraiment ce voyage à La Réunion. donc bonjour à tous les Réunionnais, d'ailleurs, si vous nous écoutez de là-bas. Et du coup, c'est quoi qui fait sens pour toi, du coup, aujourd'hui, qui faisait peut-être pas sens avant, du coup, parce que j'imagine que tu as quitté ton ancien métier parce que, comme tu m'as dit, ça faisait plus trop sens. Et du coup, c'est quoi qui te motive aujourd'hui et qui te plaît le plus dans ton travail actuel ? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Donc, en fait, mon activité, c'est moi qui la construis de A à Z. Donc, ça peut être un piège aussi, parce qu'on peut avoir tendance à être beaucoup dans la procrastination et se laisser un peu couler. Mais au final, moi, c'est ça que j'aime. C'est le fait le matin, je me lève et je sais que j'ai telle tâche à faire. Mais en fait, c'est presque avec plaisir, en fait, que je le fais. Et même si c'est avec plaisir. Et ça me dérange pas de travailler même jusqu'à 23h le soir ou même le week-end. Enfin, tu vois, il y a plus d'horaire, en fait, pour moi, parce que c'est tellement j'aime tellement ce que je fais que voilà, c'est pas une contrainte. Et ce que j'apprécie aussi, c'est la polyvalence de mes tâches, tu vois. C'est ok, je suis coach, mais je suis pas que coach, je suis aussi entrepreneur, je suis aussi community manager de mon propre Instagram, donc j'ai ça aussi à gérer. Et je suis en train de réfléchir à, tu vois, il y a toute cette créativité que je mets en marche, autant pour mes coachés, pour essayer de les aider au maximum, oui, mais aussi pour alimenter mon compte Instagram et pour créer de nouvelles offres qui aideront toujours plus les gens. C'est ça aussi qui m'intéresse. Ouais, c'est vrai que toi, du coup, t'as monté vraiment ton business autour de Instagram. Ça, on en reparlera un peu après. Ouais. Et du coup, ce que je voulais te demander, c'est, du coup, de ce que tu me dis par rapport à ce que tu faisais avant, c'est le jour et la nuit, quoi, du coup, niveau ce que ça fait sens pour toi, mais aussi par rapport à ta vie qui a changé. Oui. Et donc, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui sont un peu dans ce chemin-là, en mode qui sont un peu en transition ou quoi, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui est en pleine transition, vu que toi, tu as vécu ça il y a pas si longtemps? Donc, en transition vers un autre métier, ouais. C'est ça? Juste être patient, en fait, et que ça arrivera à un moment donné. Moi, je sais que je peux être très impatiente, mais je sais pas, j'avais une intuition que ça allait bien se passer pour moi. Je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Tu vois, quand j'ai fait cette formation de coach, j'y suis allée parce que ça m'attirait, mais tu vois, c'était pas non plus... je savais pas, en fait. Et je pense que je me suis juste laissée guider par mon intuition. Et en fait, en sortant là, je me dis, mais oui, en fait, c'est ça que j'aime faire. Et c'est pour ça que j'ai envie d'être payée. Et j'aime ça. Donc oui, être patient et puis de pas essayer de brûler les étapes non plus, en fait. Et peut-être de commencer à construire petit à petit les choses. Moi, je sais qu'au début de mon activité, j'ai voulu tout faire tout de suite. Et du coup, je me suis peut-être un petit peu cramée là-dedans, dans le sens où, rien que par rapport à Instagram, mais voilà, j'y étais jusqu'à minuit le soir. Et puis le matin, c'est le premier truc que je faisais. Donc c'est vrai que peut-être que le travail a peut-être pris un pas un peu trop grand, tu vois, dans ma vie, mais je pense qu'il faut aussi en passer par là pour rééquilibrer les choses. Et je pense que si j'avais pas vécu ça, j'en serais pas là aujourd'hui, en fait. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu du tout ou rien. C'est-à-dire que des fois tu peux être complètement démotivé dans ton ancien travail et plus avoir envie d'y penser, et puis quand tu te mets à ton compte, du jour au lendemain tu passes ta vie à travailler parce que tu fais ce que t'aimes. Maintenant, actuellement, comment est-ce que principalement tu gagnes ta vie aujourd'hui, donc dans le sens où par où est-ce que tes clients ou tes coachés vont venir principalement? Moi, du coup, c'est Instagram. Complètement. Instagram, ouais. Complètement. Du coup, c'est marrant parce que tu m'as dit Instagram. Souvent, quand je pose cette question, on me dit le bouche-oreille, les clients d'autres clients. Toi, ça a été vraiment uniquement, tu t'es focus sur ça. Exactement, ouais, c'est ça. Et en fait, moi, j'avais aussi dans l'idée que... au début, j'avais pensé à peut-être faire des séances de coaching sur Nice. Et au final, je me rends compte que la visio, c'est très bien, et que me faire connaître exclusivement sur Instagram, ça me va très bien aussi, surtout avec la situation où c'est un peu compliqué finalement le présentiel, je trouve.
Donc ouais, ça me va très bien comme ça. Ouais, toi, du coup, t'as pas de cabinet, tu Non. fais pas forcément du coaching même à ton domicile ou autre, Non, jamais. t'es 100% en dématérialisé, 100%. quoi. Ouais, mais j'y ai pensé parce qu'au début d'année, je me vendais aussi en tant que coach sur Nice, machin, et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont contacté en ce sens en me disant j'aimerais me faire coacher sur Nice, etc. Mais ça n'a jamais abouti, tu vois. Donc peut-être que inconsciemment, je vibrais quelque chose qui faisait que peut-être que j'avais pas forcément envie de faire ça comme ça. Donc la visio, c'est très bien, et du coup, me faire connaître juste en ligne, c'est très bien. Ok, ouais, c'est quelque chose qui te convient, et puis même sur le futur, au moins tu dis que si t'as envie de déménager, etc., Voilà. t'es libre géographiquement, quoi. Exactement. Et du coup, les gens que je rencontre sur Nice, c'est surtout des collègues finalement, tu vois, comme toi, ou tu vois, même des amis maintenant, entrepreneurs avec qui je peux vraiment échanger, et c'est pas des clients, quoi. Ouais, parce que du coup, c'est vrai que la grande pensée ou la grande croyance qu'on va avoir, c'est vrai qu'on se dit quand on a un métier qui est 100% dématérialisé, on va avoir tendance à rencontrer personne et à être toute la journée derrière son ordi. Alors c'est vrai, on est toute la journée derrière son ordi, mais du coup nous on s'est rencontrés grâce au coworking ou au réseautage d'entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quelque chose dont j'ai souffert quand même au début parce que je pense que je me rendais pas forcément compte de ce que ça voulait dire de vraiment rester à la maison. Et depuis que je vais au coworking ou que tu vois où on se fait des journées chez l'un chez l'autre, je me sens beaucoup plus productive en fait. Et c'est vrai que y en a qui arrivent très bien à bosser de chez eux et voilà, tant mieux pour eux. Mais moi, c'est vrai que ce côté où chez moi c'est chez moi et mon cadre pro c'est mon cadre pro, j'ai du mal à fusionner les deux en fait. Et quand je suis chez moi, je vais bosser, mais ça sera pas aussi qualitatif que si je vais à un endroit exprès pour ça. Donc, et puis ça permet aussi comme tu dis, de rencontrer du monde et surtout nous deux, tu vois, en l'occurrence, on a quand même des problématiques qui sont assez communes, tu vois, on est sur les réseaux sociaux tous les deux, on essaie de trouver de nouveaux clients, donc c'est vrai que ça nous rapproche aussi, quoi, donc c'est ça qui est cool. Ouais, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui est assez sous-estimé, mais c'est vrai que le fait d'aller dans des trucs de réseautage ou même au coworking, etc., c'est vrai que ça ouvre pas mal de portes. Et justement, quand tu fais un métier qui est dématérialisé, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir des collègues qui sont dans le même bateau que toi. Parce que c'est un avantage que tu as à la fois quand tu fais beaucoup de local, c'est que tu n'as pas forcément de mal à rencontrer des gens. Parce que du coup, forcément, ton quotidien t'y amène, mais à l'inverse, quand tu es sur des réseaux, tu as plus envie de sortir chez toi pour rencontrer des gens, en plus de gérer, comme tu dis, la fusion chez toi, chez le bureau. Après, j'ai vu une citation la dernière fois, l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Et c'est vrai qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font des milliers d'euros, qui bossent depuis chez eux et qui le vivent très bien. Il faut juste réussir à trouver le bon équilibre, quoi. Je pense que c'est ça. Après, c'est peut-être des personnalités aussi. Moi, je pense que là, ça fait quand même depuis décembre, donc ça fait bien 9 mois, je pense que je suis à mon compte. Je vois vraiment la différence, donc peut-être que moi je suis une personnalité qui fait que je possède chez moi, j'arrive pas, et que j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir un cadre, qu'il y a un peu des gens autour de moi, même si on discute pas forcément, mais juste de savoir que je suis dans un cadre pro et de savoir couper aussi quand je suis chez moi, tu vois. Ça, pour moi c'est hyper important parce que rien que Instagram, tu vois, c'est tout le temps, y a jamais de pause, donc c'est à toi aussi de mettre tes limites par rapport à ça. Ouais, je pense que c'est important et c'est vrai que tu t'en rends compte avec le temps. Au début, t'es trop content de bosser de chez toi au début, tu crois que c'est la fête et tout, mais après, tu te rends compte que déjà, tu perds énormément en productivité et que pour plein de trucs, c'est pas bon. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir faut savoir s'auto-discipliner, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça me fait rire, tu vois, quand je vois mes amis salariés, tu vois, qui me disent « Ah, je suis trop content parce que là, je suis en télétravail. » Je dis « Mais... moi je serais tellement déprimée mais après c'est pas le même quotidien, donc forcément que eux ils sont contents de pas avoir leur collègue qui leur fait chier, tu vois, mais du coup moi plus dans mon cas je préférais investir dans un coworking et voir du monde et même le réseautage, tu vois, avoir des soirées business et tout, rencontrer du monde, c'est cool, quoi. Je trouve ça cool. Ouais, parce qu'au final avoir un bureau où t'es tout seul dedans, moi personnellement ça m'intéresse pas non plus, ça m'intéresse, oui et non. Ça serait déjà mieux que rien d'avoir un bureau tout seul, mais pour moi, ça réglerait pas mon problème à 100%. Ouais, je suis d'accord avec toi. Dans le sens où ça va me changer pendant un mois, et puis au bout d'un mois, ça va devenir mon deuxième chez moi. C'est ça. Et ça va être la porte ouverte à toutes les distractions, et voilà. Donc à la limite, c'est vrai que ça aide, ce qui aide le plus, c'est le côté social des choses, en fait. Oui, c'est ça. Même si tu discutes pas forcément avec les gens, tu vois, là, quand je vais au coworking, on discute pas forcément. Enfin, après, la pause déj, on discute un peu, mais sinon, pas forcément. Et rien que de savoir que je suis dans un cadre, en fait, je pense que c'est purement psychologique, hein, mais ça m'aide. Et même, tu vois, quand je suis chez moi et je reçois des amis entrepreneurs chez moi,
bah, même là, je me sens beaucoup plus productive parce que je sais que on est là pour ça, tu vois, donc ça change tout. Quelles ont été tes plus grandes épreuves dans ton parcours? Donc que ce soit, par exemple, commençons par ta transition. Est-ce que tu as vécu des épreuves spécialement difficiles à ta transition / début d'activité? Ouais, le doute de savoir si j'étais dans la bonne voie, si ça allait me plaire, si je faisais pas une erreur, si je faisais pas mieux de prendre un CDI comme tout le monde, tu vois. Parce que faut savoir que mon père a été à son compte, mais là il y est plus depuis longtemps. Mais au final, je suis la seule finalement de mon entourage proche à prendre cette voie-là de l'entrepreneuriat. Donc c'est un peu sortir des cases, tu vois. Du coup, je me posais un peu des questions et puis surtout, est-ce que le coaching finalement, est-ce que ça allait me plaire? Est-ce que c'était quelque chose qui pouvait être pérenne, etc. Donc le doute, ouais. Et même, je pense que je l'ai encore aujourd'hui. Et peut-être que c'est intrinsèque à l'entrepreneuriat d'être constamment dans le doute, tu vois. Ou en tout cas, peut-être d'avoir des phases où tu te fais plus en doute que d'autres, je sais pas. Mais ouais. C'est dur quand on a personne dans notre entourage au début qui fait la même chose que nous. Et c'est vrai que je pense que c'est une des choses les plus difficiles au début. Quand tu fais un truc qui sort un peu de l'ordinaire de monsieur, madame, tout le monde, tu vois. Et c'est vrai que des fois, autant tes proches, ils croyaient en toi et tout, c'est super. Autant des fois, t'as des gens qui vont pas trop comprendre pourquoi tu fais ça, etc. Donc ça te met encore plus le doute. Ouais. Donc, moi, personnellement, je sais pas ce que t'en penses, mais je me dis, heureusement, des fois, il y a plein de créateurs de contenu sur Internet qui partagent des choses et tout, et que ça motive beaucoup. Ouais. Parce que sinon, si on devrait se fier que à notre entourage, des fois, on s'en sortirait pas. Ouais, et puis l'entourage a des peurs, et c'est vrai que ça vient peut-être cristalliser un peu les nôtres aussi, donc faut arriver à en sortir. Mais du coup, c'est vrai que ce que tu dis tout à l'heure, mais le fait de s'entourer quand on est entrepreneur, c'est hyper important, et dès le début, je pense, et peut-être que ça a été une de mes erreurs d'ailleurs, et de pas m'être entourée tout de suite, tu vois. Là, je commence à l'être un peu plus, donc c'est bien, et j'ai presque tous les jours, tu vois, un appel avec quelqu'un ou avec un pote entrepreneur, où je vois quelqu'un avec qui je peux parler de mon activité, et ça, c'est cool parce que quand t'es salarié, t'as tes collègues avec qui parler de tout ça et puis cracher sur les autres collègues, tu vois, donc c'est cool, mais quand t'es à ton compte, c'est plus compliqué, je trouve. Donc peut-être que ça a été une de mes grandes étapes aussi dans mon parcours, c'est le fait de vraiment de m'entourer dans mon activité. Ouais, je pense que c'est une grande étape pour beaucoup de gens, ouais. Parce que c'est vrai qu'au début, c'est vraiment important, je pense, et même pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment important de se forger son entourage et son réseau, entre guillemets. Mais ça va pas être un réseau faut pas se forger un réseau que business, dans le sens où faut se forger un réseau, tu vas avoir des relations amicales avec les gens, où genre tu peux te confier à eux, etc. Parce que le truc, c'est que vu que quand t'es entrepreneur, t'as souvent beaucoup de problèmes à régler, c'est bien de pouvoir les partager aux autres, tu vois. Moi, franchement, ça m'embêterait de pouvoir partager mes problèmes à personne, genre. Et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que des fois, il y a des entrepreneurs ou quoi qui dépriment ou des choses comme ça, parce que ce qui aide vraiment pas, c'est quand t'as que ton entourage qui, eux, sont dans des métiers classiques en CDI ou quoi, et que du coup, tu peux te confier à personne et que personne comprend tes problèmes, et du coup, tu rentres dans un tourbillon de doute et de non-confiance, quoi. Ouais, c'est ça, mais je pense que le fait de vraiment de rencontrer du monde, pour moi, ça a été une des clés. Et il y a une autre clé, je pense, mais ça se rejoint un peu, c'est le fait d'être en coworking. Parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait de sortir de chez soi et d'oser sortir de chez soi aussi, parce que c'est pas forcément évident aussi de dire, je vais aller dans un coworking où je connais personne, comment ça va se passer. Donc je pense que ça a été aussi une autre étape, et le fait de juste de rencontrer du monde, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Et du coup, quelles sont maintenant tes épreuves ou tes challenges du moment? Parce que là, on a parlé de ceux passés ou de ceux du début. Maintenant, pour le moment, quel challenge ou quelle épreuve t'es en train de surmonter? Là, c'est trouver des clients, trouver de nouvelles personnes à coacher. Le nerf de la guerre, ça. Ouais. Donc là, l'heure où je te parle, là, j'ai un coaching collectif. Les inscriptions se terminent ce soir. Donc je suis contente de pouvoir faire cette expérience-là avec le petit groupe que j'ai. Et puis, je l'ai annoncé il y a peu de temps, mais là, pour fin septembre, je vais ouvrir une autre offre de coaching. Donc là, j'étais plus axée développement personnel. Et là, je vais axer cette offre-là sur les entrepreneurs hypersensibles, donc pour les aider à monter leur boîte, tout en prenant en compte les spécificités de l'hypersensibilité, donc les 1000 idées à la seconde, les montagnes russes émotionnelles, etc. Et puis j'ai d'autres idées pour la fin d'année, donc je ne parlerai pas, mais j'aimerais bien peut-être
faire d'autres projets, donc à voir. T'as des projets plein la tête, quoi. Voilà, c'est ça. Faut juste arriver à les concrétiser, quoi. Ok. En général, quand t'as des challenges ou des épreuves comme ça qui t'arrivent, quel est pour toi, quand t'as une épreuve à surmonter, c'est quoi pour toi le meilleur moyen, entre guillemets, d'y arriver quand il y a quelque chose qui bloque? Pour moi, c'est de prendre du recul. Parce que là, par exemple, pour te dire, au mois de juillet, j'ai fait 0 de chiffre d'affaires. Donc, je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais de mal ? Est-ce que le coaching, c'est fait pour toi ? Est-ce que tu vas y arriver ? Tu vois, encore le doute qui revient. Et en fait, ça m'a permis de prendre du recul et de me dire, non, mais regarde, écoute, là, depuis le début d'année, ça se passe super bien. Ton compte Insta, il cartonne. Tes coachées, elles sont super contentes. Donc, non, t'es sur la bonne voie. Là, t'as un creux, mais c'est pas grave, ça arrive. T'es dans ta première année d'entrepreneuriat, tout va bien. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour les prochains mois, prochaines semaines, pour arriver à recoacher des gens et à te relancer, quoi. Et du coup, ça m'a permis de sortir un peu, tu vois, de cette frustration, de cette colère, de cette tristesse aussi que je peux ressentir à ce moment-là. Donc, d'ailleurs, c'est un exercice que je donne à mes coachés, tu vois, le fait de prendre du recul, parce que quand on est dans notre problème, finalement, on est très focus sur ici et maintenant, et on perd un peu, tu vois, tout le passé, tout le parcours qu'on a pu avoir dans le passé, et au final, c'est dans ces moments-là où il faut regarder un peu le truc d'un individu ensemble, en mode, non, regarde, Johanna, là, ça fait quand même quelques mois que tu t'es lancée, c'est le début, t'as super bien cartonné au mois de mars, ça va revenir, quoi, t'inquiète, c'est juste une vague, quoi. Donc ça m'a permis de prendre du recul et du coup de réfléchir à comment je voulais commencer cette rentrée. Et puis là, regarde, j'ai plein de projets, donc voilà. Pour remettre dans le contexte et pour que tout le monde comprenne bien, du coup, t'es dans ta première année. Donc ouais. Du coup, c'est normal que tu fasses des vagues, entre guillemets. Surtout que toi, du coup, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent, tu fonctionnes sous forme de programme. Donc du coup, forcément, au niveau de ta gestion, tu vas avoir des pics. Donc si tu vas avoir tant de gens qui vont prendre le programme d'un coup et qui vont être avec toi sur plusieurs mois. Donc des fois, tu vas avoir beaucoup de gens qui vont prendre le programme d'un coup parce que tu vas en faire la promotion, etc. Puis après, peut-être le mois prochain, il y en aura moins, etc. Donc pour l'instant, tu es encore sur un système qui fait des vagues, mais tu es en train de bosser pour stabiliser le tout. Justement, avec ton coaching de groupe aussi. Voilà, coaching de groupe. Et puis j'ai d'autres idées aussi que j'aimerais mettre en place justement pour stabiliser un peu les revenus, quoi. Parce que on en vient quand même à ça aussi, donc c'est dans les tuyaux, comme on dit. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour réussir à prendre plus de recul ? C'est vraiment quand j'ai des épreuves. Donc tu vois, là, par rapport à juillet, ce que j'ai fait, c'est que je pense que c'est vraiment psychologique et dans les pensées, mais peut-être juste de d'écrire, tu vois, par écrit, tout ce que j'avais accompli depuis le fait que je me suis lancée, donc depuis décembre, tout ce qui s'était passé. Et il y a un truc aussi que je fais, et peut-être qui peut être une bonne idée pour les entrepreneurs, c'est de tenir un peu un tableau de bord, tu vois, de ton avancée mois par mois. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau de bord pour mes abonnés Instagram, pour mes coachés. J'ai aussi leurs témoignages aussi, tu vois, c'est quelque chose que je demande à chaque fois, à chaque fin de coaching. Donc je les relis aussi de temps en temps quand j'ai un peu un coup de mou. Donc ça me permet de me dire, bon voilà, tu vois, regarde, avec celle-là, ça s'est super bien passé. Voilà, t'inquiète, là c'est juste un creux, ça va aller. Donc ouais, c'est de lister un peu ses réussites, tu vois, et parce que des moments où on est un peu dans le noir, un peu machin, de revenir sur du positif, ça fait du bien. Moi, je vois souvent sur LinkedIn des gens qui font des posts un peu ou même sur Instagram, un peu jolis, où ils disent tout le temps faut fêter ses petites réussites. Alors, je suis d'accord avec ça, mais dans le quotidien, c'est pas si facile que ça à mettre en place. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on est toujours dans le ici et maintenant, donc on se focus sur quand il y a quelque chose qui va pas, on va dire ça va pas, alors que potentiellement on a fait la meilleure année de toute notre vie, ou qu'on a les meilleurs clients qu'on n'aurait jamais rêvé ou quoi. Mais c'est humain en fait, on va se focus sur ce qu'on n'a pas, quoi. Exactement. Et du coup, prendre du recul et peut-être prendre de la distance aussi par rapport à soi, par rapport à son activité, de se dire que probablement que le mois dernier, t'as eu tant de clients, t'as eu tant de rentrées d'argent, ça permet de se rassurer, de se dire bon voilà, ce mois-ci, t'as fait un petit creux, mais c'est pas grave, tu seras mieux le mois prochain, quoi. Moi, je trouve que, en fait, au final, que tu fasses 10 000 euros par an ou 100 000 euros par an, les problèmes changent pas tellement. Parce que du coup, pour ceux qui écoutent le podcast, aujourd'hui, j'ai Johanna qui a commencé sur sa première année, mais dans d'autres épisodes, j'aurai des gens qui font ça depuis 6, 7, 8 ans. Et au final, je pense que le fait de fêter ces petites réussites et les problèmes qui en découlent sont pas forcément différents d'un entrepreneur à un autre. Parce qu'au final, du coup, moi, je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui font ça depuis des années et qui ont un chiffre d'affaires stable, mais qui sont toujours pas contents parce qu'ils se focusent sur leurs problématiques du moment, tu vois. Et ça illustre super bien ce que tu dis.
c'est que des fois tu vas avoir des entrepreneurs qui font qui sont là depuis 5 ans et que depuis 5 ans ils sont toujours en augmentation et tout, mais au stade où ils en sont actuellement, ils sont toujours pas satisfaits parce que ils arrivent toujours pas à résoudre leurs problématiques du moment, et c'est toujours pareil, on en veut toujours plus. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre en place des choses pour arriver à ça. Est-ce que toi c'est quelque chose que tu travailles ou... Il faudrait que je fasse un petit peu plus, ouais. Peut-être me mettre des paliers, en tout cas, des objectifs, et me dire, dans tant de temps, j'aimerais avoir accompli ça, et puis mettre les projets en place pour que ça arrive. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu plus au fil de l'eau, et tu vois, là, j'ai des projets, le mois prochain, il y en aura peut-être d'autres aussi. Je pense que ça pourrait être peut-être bien que je me cadre un peu plus de ce côté-là, ouais. Ce que je voulais te demander aussi, c'est que aujourd'hui, le métier de coach, c'est assez controversé dans le sens où, on dit souvent il y a beaucoup de coachs, etc. Toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a effrayé au début, et comment est-ce qu'aujourd'hui, tu utilises ça pour te démarquer un petit peu qu'est-ce que tu fais principalement pour te démarquer des gens, d'après toi, des autres, ou du moins des autres coachs tout court? Alors non, ça m'a pas fait peur. Quand j'étais dans ma formation, mes collègues m'en parlaient et me disaient ça va être compliqué de se démarquer. Et on a eu un module justement dans la formation comment se démarquer en tant que coach, comment communiquer, comment faire sa promotion. Et moi, je sais pas, ça me faisait pas peur. Alors peut-être que c'était complètement naïf de ma part, ou peut-être que j'étais juste sereine parce que je savais que ça allait bien se passer et que j'allais mettre en place les trucs. Ça, c'est un peu un paradoxe chez moi, c'est que des fois je suis stressée pour des trucs tout bêtes, et il y a des fois où je suis pas du tout stressée, donc là pour le coup pas du tout. Donc j'ai commencé, en fait, pour te dire la vérité, en septembre l'année dernière, quand j'étais certifiée. J'avais déjà mon compte Instagram qui était ouvert, et je testais un peu des trucs, tu vois, pour voir comment les gens réagissaient. Et en fait, à cette époque-là, je faisais plutôt des posts développement personnel, donc tu vois, accès confiance en soi. Et je me démarquais pas, en fait, j'étais coach de vie. Donc le truc hyper bateau que tout le monde peut être. Et au final, j'ai décidé à un moment donné qu'il fallait que je me spécialise, donc je me niche, parce que je me dis, coach de vie, j'arriverai jamais à en vivre, j'arriverai jamais à me faire connaître, donc faut que je fasse autrement. Donc au tout début, je m'étais spécialisée dans l'introversion. Donc j'ai fait ça pendant 1 mois, j'ai fait un peu des tests, et puis un jour, j'ai fait un post sur l'hypersensibilité. Donc j'ai fait un post, et en fait, je sais pas, mon post il a cartonné par rapport à tous les autres. Donc je sais pas, je devais être à 20-30 likes, et là avec celui-là j'en ai fait 60, tu vois, je me dis ouais, mais il y a un truc à faire là, c'est sûr. Et en fait, je suivais déjà des comptes Instagram de coach pour hypersensible, ou en tout cas de l'hypersensibilité de manière générale. Et moi-même qui suis hypersensible au potentiel, je me reconnaissais déjà là-dedans, et je me suis dit en fait, peut-être que l'hypersensibilité, il y a un truc à faire, en fait. Et du coup, ça s'est fait assez naturellement, je me suis dirigée sur ça, j'ai commencé à faire des posts sur l'hypersensibilité, je voyais que ça prenait vachement, et je me suis dit, voilà, c'est ça en fait que je vais faire, et ça, même moi, ça me parlait. Et puis quand je faisais mes recherches, on apprenait plus sur moi aussi, même si je savais déjà un petit peu, tu vois, mais quand tu approfondis le truc, t'en sais plus sur toi, donc ouais, je pense que c'est le fait de se nicher, en fait, qui a fait que j'ai pu me démarquer, et que là, je suis à 1600 abonnés sur Insta, alors que j'ai commencé vraiment l'année dernière, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça, c'est... Alors, bien entendu, on fait un bisou à tous les coachs de vie. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord sur le fait que, du coup, une bonne chose à faire, en gros, pour se démarquer, c'est de se spécialiser dans quelque chose, et notamment dans le domaine du coaching, quoi. Parce que c'est vrai que si plus t'es large, et plus ça va être difficile, dans le sens où contrairement à ce qu'on pense, on va pas attraper plus de monde en étant plus large, mais on va surtout parler à trop de gens, et du coup parler à personne. Donc c'est sûr qu'en visant les hypersensibles, tu vises une partie très spécifique des personnes, mais à la fois du coup les gens qui regardent tes posts, et ce pourquoi tes posts ont pas mal de succès, c'est parce que les gens ils se reconnaissent pas mal dessus, et en plus c'est quelque chose que toi t'as vécu avant, et dans ta vie au quotidien tu vis toujours. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas trop mal, quoi. Je pense que pour le coup t'as bien trouvé ta voie là. Ouais, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais pour les personnes qui nous écoutent, mais si vous hésitez sur un positionnement, peut-être vous rapprocher de votre propre parcours, de votre propre histoire. Il y a peut-être quelque chose à creuser de ce côté-là, en fait. Et moi, c'est tombé très naturellement, au final. Ouais, c'est toujours... Moi, tu sais, j'étais dans une formation, dans un programme qui est axé autour du marketing, de la com, notamment dans le domaine de la vidéo.
Et en fait, à un moment dans ce programme, le formateur dit que, bah voilà, en gros, il faut trouver quelque chose pour spécialiser. Et en gros, dans la formation, tu as un exercice sur le fait de te spécialiser de travailler pour un type de métier ou un type un domaine d'activité. Et sur cette leçon-là, tout le monde bloquait. Tout le monde était en mode mais comment je vais faire en mode, tu vois, genre si je choisis de travailler uniquement pour les coachs, bah, toute ma vie je vais travailler pour les coachs ou je pourrai plus jamais changer, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui bloque beaucoup de gens, et notamment la raison pour laquelle beaucoup de gens le font pas, c'est parce que ça les bloque, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais une fois que t'as trouvé le truc qui te parle et le truc dans lequel tu vas aller, surtout qu'en plus c'est pas quelque chose où t'es bloqué toute ta vie. Toi, potentiellement, aujourd'hui, tu te fais ton réseau dans l'hypersensibilité, mais peut-être que dans 5 ans, ça t'aura amené à évoluer sur autre chose, quoi. Oui, probablement même. En fait, les gens, ils pensent que s'ils choisissent un positionnement, c'est fini, en fait, ils pourront plus changer après. Et du coup, ça leur met une sorte de grosse pression. Et moi-même, je suis passée par là en mode, mais si je choisis ça, après, c'est bon, j'aurai ma petite case. C'est la décision de ta vie. Ouais, c'est ça. La décision de ta vie, et c'est bon, c'est fini, je serai cataloguée, c'est mort. Et en fait, non, pas du tout, parce qu'au final, j'étais coach de vie. Après, je me suis vendue comme coach pour introverti. Et après, coach pour hypersensible. Et là, je pense que j'ai trouvé mon truc. Mais j'en ai connu et j'en connais des gens qui sont coachs, qui sont passés par 10 000 trucs parce que y a autant toi ce que t'aimes faire, ton intérêt aussi pour le domaine, mais aussi ce que les gens ça les intéresse, quoi. Parce que moi l'introversion en soi ça m'intéresse, mais je voyais que ça réagissait pas trop, tu vois, que les gens c'était pas forcément, ils se définissaient pas introvertis, ou en tout cas introverti c'était un peu négatif, tu vois. Alors qu'hypersensible par contre, waouh, tu vois. Donc en fait c'est aussi le vocabulaire que tu utilises pour définir les gens. Ouais, évidemment que c'est important de trouver un domaine qui fait sens pour nous, mais en même temps, il faut que ça soit aussi utile niveau stratégie et niveau business, parce que ça, c'est vrai que c'est une partie que beaucoup, notamment chez les gens dans le domaine du bien-être, souvent ont tendance pas à négliger, mais un peu au début, tu vois. Et c'est vrai que c'est important de travailler dans quelque chose qui fait sens pour toi, mais aussi d'avoir une stratégie de business qui est en adéquation et d'être sûr que y a un marché présent, quoi. Notamment dans le domaine du coaching, s'il y a autant de coachs aujourd'hui, c'est parce que y a beaucoup de clients. Et donc du coup c'est pas forcément quelque chose qui fait peur, mais par exemple j'imagine que comme tu dis, voilà, l'introversion, tu t'es rendu compte que c'était pas un marché très florissant. Par contre chez les hypersensibles, oui. Parce que du coup, forcément, si tu vois d'autres coachs pour hypersensibles, tu te dis bon c'est forcément ça doit marcher. Ouais. Et c'est un domaine aussi assez spécifique, donc ça mérite de s'y pencher, quoi. Et ça, je voulais rebondir quand tu dis il y a d'autres coachs pour hypersensibles. Faut pas avoir peur justement qu'il y ait d'autres personnes qui font la même chose que toi, parce qu'au contraire, ça veut dire qu'il y a de la demande et que les gens ils ont envie de travailler sur ça. Donc en fait, s'il y a des concurrents, c'est même plutôt positif en fait. Oui, puis de toute façon, tes concurrents ils pourront pas déjà prendre tous les clients du monde. Voilà. Et deuxièmement, notamment dans le milieu du coaching ou du bien-être, c'est vrai que tu te démarques aussi du fait de ta personnalité. Tu peux accrocher très bien avec une personne à son coaching parce qu'elle est comme ci ou comme ça, et ne pas accrocher avec quelqu'un d'autre alors que les deux ont le même niveau de compétence, le même chemin, tu vois. Ouais, c'est vraiment une question de feeling en fait, je pense. Même psychologue, psychothérapeute, c'est pareil, hein. Enfin, il y en a tellement sur le marché aujourd'hui que c'est vraiment ton ressenti par rapport à cette personne. Ouais, c'est bête, mais c'est un peu au feeling un mélange de la personnalité et de ce que la personne dégage, quoi. Exactement, c'est ça. Je voulais te demander, on parlait tout à l'heure de création de contenu, d'Instagram, tout ça, et notamment de notre entourage. Toi, si tu devais nous citer un créateur, ou une créatrice de contenu qui t'inspire, que ça soit YouTube, podcast, livre, vidéo, quelle est la personne qui t'a le plus aidé dans ton parcours ? Oula, c'est dur, mais il y en a plusieurs. On va d'en citer 3 si tu veux. Bon, ça va. Moi, il y a Aline de Beboost. Ouais. Elle est quand même pionnière là-dedans. Que ce soit son podcast ou son compte Insta, je trouve que c'est vraiment top ce qu'elle fait. Et elle a bien trouvé sa niche et elle donne des super conseils. Ça se voit qu'elle sait ce qu'elle fait. Donc, elle est plutôt inspirante. Après, il y a Chloé Bloom aussi. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait aussi. Alors, j'accroche peut-être un tout petit peu moins parce que c'est pas forcément ma vision des choses. Mais c'est vrai que parfois, ces podcasts, par exemple, peuvent être hyper intéressants. Et même la manière dont elle crée ses programmes et tout, je trouve que ça m'inspire pour mes propres programmes, comment elle fait son business model un peu, tu vois. Ça, il y a mes concurrents directs en hypersensibilité, donc Anaïs de Talent Hypersensible et puis Margot de Margot Coaching, donc c'est les deux personnes que je suis assez régulièrement et je vois un peu ce qu'elle fait et je trouve ça très inspirant, tu vois.
les offres qu'elles peuvent faire, même ce qu'elles peuvent dégager, ce qu'elles peuvent partager. Donc, C'est marrant, tout à l'heure, je faisais des recherches sur YouTube pour les mots-clés de cet épisode et je suis tombé sur Margot Coaching. Ouais, bah voilà. Ouais, parce qu'elle a pas loin de 20 000 abonnés, je crois. Donc, elle commence donc c'est à une peser, grosse dans le milieu, entre guillemets. Ouais, c'est un incontournable. Hein, ouais. Ok, donc si je récapitule, Aline de The Bee Boost pour tout ce qui est business. Deuxième, Chloé Bloom, c'est plus développement de soi, développement perso. Et les deux dernières que tu as citées, j'ai plus les noms, pardon. C'est Margot Coaching. Ouais, Margot Coaching et Talent Hypersensible. Ouais, dans le domaine de l'hypersensibilité. Ok. Johanna, où est-ce qu'on peut... j'ai déjà la réponse, mais j'imagine que c'est sur Instagram qu'on peut te suivre, te retrouver, tout. Ouais, 100%. Johanna Coach, donc Johanna Coach. Et après, j'ai mon site internet, donc johannacoach.com. Et il y a mon podcast aussi dessus. Ah, t'as lancé un podcast, c'est vraiment Ouais, j'ai sorti le premier épisode de la semaine dernière. Et puis, j'ai des super retours dessus, donc c'est hyper encourageant. Donc, un podcast sur les hypersensibles. Ouais, ça s'appelle le Rendez-vous hypersensible. Et puis, l'idée, c'est de traiter des sujets, donc hypersensibilité au potentiel, un peu les problématiques que ces fonctionnements peuvent avoir. Et puis, j'aimerais bien proposer des interviews aussi, comme là, t'es en train de faire avec moi, avec des gens hypersensibles, peut-être parler un peu de leur parcours, ou en tout cas un sujet en particulier peut-être qui pourrait intéresser. Ouais, je suis en train de me pencher sur ça, je pense que ça peut être sympa. Ok, cool. Et dernière question, avant de se quitter, j'avais presque l'oublié celle-là, mais elle est trop importante. Si tu avais un conseil à donner à, admettons, la Johanna d'il y a 1 an et demi, 2 ans, bien avant de commencer, si tu avais une chose à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais ? D'avoir confiance en son projet et d'y aller à fond, quoi. Parce qu'à l'époque, j'étais pas à fond. Donc, d'y aller à fond. T'es pas allé à fond dès le début ? Non, j'avais... en fait, j'ai pas investi dans un coworking tout de suite. Et en fait, comme je disais, je pense que je suis une personnalité qui a besoin d'avoir des espaces séparés. Et au début, j'étais beaucoup chez moi parce que j'avais cette vision de l'entrepreneur qui était chez lui et j'avais du mal à bosser. Et je pense que j'étais pas à 100% dans mon activité. Et je pense que j'ai vraiment démarré probablement au mois de mars. Et j'ai l'impression que là, cet été, il y a encore une autre prise de conscience, tu vois. Donc, ouais. De croire en toi et en ton projet. Ouais, de croire en moi et que ça va bien se passer et que même s'il y a des creux, tout va bien, t'as de l'argent de côté, t'as des gens qui peuvent t'aider en cas de besoin, donc c'est pas que financier, fais ce que t'as à faire et puis trace ta route, quoi, c'est tout. Des stress. Ouais, des stress, c'est ça. C'est un bon mot de la fin, des stress. Ouais, c'est ça. Bon, merci Johanna. Merci à toi, c'était cool. À bientôt. Ciao. Bye. Merci d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de noter l'épisode sur votre plateforme d'écoute. Si comme Johanna, vous voulez aussi apprendre à avoir des clients grâce aux réseaux sociaux, mais cette fois sur LinkedIn, j'ai une vidéo qui vous explique comment faire en se basant sur mon expérience de 60 jours de publication quotidienne. Il vous suffit d'aller sur le lien qui est en description ou d'aller sur lp.video.com. Je vous remercie, à bientôt.